Le départ des Français, des Européens, puis de l'ONU, a libéré le terrain aux djihadistes qui ont pu avancer plus encore, et on les voit s'approcher de Bamako. Est-ce qu'on peut avoir un attentat demain matin à Bamako, ou un enlèvement demain matin à Bamako? Oui, ils ont cette capacité de rentrer dedans. Il y a quelques jours, la France et d'autres pays occidentaux peu avant elle a recommandé à ses ressortissants de quitter temporairement le pays dès que possible. Pourquoi la situation est-elle compliquée au Mali? Alors la situation est compliquée au Mali parce que depuis l'été, les terroristes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qu'on résume dans leur acronyme arabe de JNIM, ont lancé une nouvelle stratégie qui consiste essentiellement à assiéger littéralement Bamako, à y mettre un blocus et à menacer directement la capitale. Donc dans ce cadre-là, effectivement, ça représente un danger pour les potentiels pour les ressortissants étrangers, et pour les Maliens aussi d'ailleurs. Alors, cette stratégie de djihad économique, c'est comme ça que l'a résumé un think tank africain, elle se développe depuis assez longtemps, mais pendant très longtemps, effectivement, les djihadistes se contentaient de bloquer l'est de Bamako, le nord. Depuis l'été, ils ont coupé deux routes principales qui sont extrêmement importantes, la RN1, qui est une route qui va de Bamako vers Dakar, et une route qui va de Bamako vers la Côte d'Ivoire et vers le port d'Abidjan. Ce sont les deux grands ports qui permettent effectivement de faire venir, d'importer et d'exporter, mais surtout d'importer des choses vers le Mali. Le Mali est un pays enfermé, c'est un pays qui n'a pas de côte, et donc ces deux accès à la mer sont très importants pour l'économie malienne, et notamment pour l'importation des produits pétroliers. Alors, il faut pas imaginer que vous avez des grands blocages sur des routes, etc., avec des hommes en armes qui empêchent les uns et les autres. Non, en fait, c'est un phénomène de guérilla qui concerne particulièrement les produits pétroliers, donc les camions-citernes, parce que c'est très facile à viser un camion-citerne, hein. C'est gros, c'est lent, donc il ne faut pas être très nombreux, il suffit d'être des petits groupes, une dizaine de personnes avec des motos qui vont et viennent et qui interceptent un camion, etc. La peur gagne parce que le JNIM menace aussi les chauffeurs, alors il menace aussi les entreprises de transport parce qu'on détruit les camions, donc ça suffit à créer une sorte de vent de panique, et les camionneurs, les sociétés de camions ne prennent plus la route, et donc le pétrole, le carburant, le diesel, l'essence n'arrive plus à Bamako, avec des répercussions énormes puisque au Mali, tout est routier. Donc plus d'essence, plus de transport routier, tout est bloqué. Peut-on s'inquiéter de voir Bamako tomber? J'ai pas de boule de cristal, mais c'est vrai que c'est assez improbable. On a vu au début de la crise en 2012 que les islamistes à l'époque avaient pris des villes, ils avaient eu le plus grand mal à garder. Bamako, c'est une ville énorme, c'est plus de 3,5 millions d'habitants, qui leur est hostile, qui leur est pas favorable. Et par ailleurs, l'armée malienne, contrairement à 2012, est quand même montée en puissance. Elle est capable de combattre dans Bamako, et sur un terrain qui serait plutôt favorable à l'armée malienne. Je ne suis pas sûr que les djihadistes tiendraient bien longtemps. Je ne vois pas leur intérêt, et je ne pense pas